indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tobakidi. Les dans la paix, nous regardons. Avec la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons tous. Ont estimé de maintenir le thème central de la fédération, je cite, gouverner autrement. Et gouverner autrement veut dire tout simplement faire les choses d'une autre manière. Il est donc difficile de faire des choses d'une autre manière si jamais on ne peut pas faire tourner un regard en arrière. Donc, sans parler de l'histoire de notre pays, il est difficile qu'on parle de gouverner le Congo d'une autre manière. Voilà pourquoi nous, en commémorant cette indépendance, nous vous invitons ensemble, avec les intervenants qui vont nous relater l'histoire du Congo et toute autre chose, à réfléchir au sujet des retombées de cet événement. Pour les personnes qui l'ignorent, vous êtes le président de la commission implantation, mobilisation, suivi des entités de base et projets pour notre diaspora, la Fédération Belgique. Cher secrétaire fédéral AI, le camarade Papi Raphaël Kitumba, chers membres de l'UNC, chers invités, bienvenue à notre conférence aujourd'hui le 18 juin 2022. Sans plus tarder, je vais tout d'abord vous parler assez brièvement du programme, mais je pense que vous l'avez déjà parcouru. Le programme est celui-ci, le suivant pour notre conférence. Nous allons, après le mot d'ouverture du camarade Jean-Philo Bochi, nous allons donner la parole au premier intervenant, qui est M. Kiasumba Sanchou, membre du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Bien qu'il ne soit pas présent aujourd'hui en chair et en os, cependant, nous avons une connexion et à travers cette connexion, il pourra présenter son intervention. Ici, donc, le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, qui est un collectif panafricain basé en Belgique, donc à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, et en fait qui a de nombreux objectifs qui vont dans un sens, qui part d'un constat, qui est que la situation des Noirs et des Afro-descendants, que ce soit en Belgique et à travers le monde entier, est mauvaise, donc est négative. Il y a un racisme qui gangrène tous les plans de nos sociétés, et donc il nous laisse, nous, en tant que personnes noires et afro-descendantes, sur le banc de l'humanité. Donc pour nous, il est impossible de comprendre ces rapports que nous entretenons avec d'autres populations, donc d'autres continents, donc Amérique, Europe, etc. Et même rapport entre nous-mêmes Africains, et même entre nous-mêmes Congolais aussi, sans remonter à la source de ces rapports-là, qui est pour nous le système, les systèmes qui ont été institués et créés, qui sont donc les systèmes coloniaux et esclavagistes. Donc nos sociétés et les rapports qu'elles entretiennent sont donc héritières de ces systèmes-là. Donc il faut donc que nous faisions tout et que nous mettions tout en œuvre pour les comprendre, les déconstruire, car elles se perpétuent encore aujourd'hui dans toutes les structures de nos vies. Donc notre collectif entend décoloniser ces rapports-là en effectuant un travail de fond sur la question de la mémoire coloniale et de son lien avec le racisme et les discriminations que nous connaissons aujourd'hui dans nos sociétés. Donc voilà un peu le travail que nous faisons au sein de notre collectif.
Pour en arriver à l'intervention de ce jour, je voulais commencer par cette intervention par rappeler, voilà, le titre c'est les péripéties, l'aperçu historique des péripéties de l'indépendance congolaise et bien avant aussi, comme vous l'avez rappelé. Pour nous également, il est impossible de parler de ces indépendances-là sans aborder les résistances. Donc on a souvent l'habitude de parler de l'histoire coloniale comme ayant commencé en 1885. On passe donc du Congo belge, du Congo de Léopold II, donc l'État indépendant du Congo, au Congo belge en 1908, et puis c'est l'indépendance en 1960. Donc on aborde la période des années 50, donc, comme année des émulations au sein de la classe congolaise, avec des politiques qui commencent à naître, des mouvements politiques qui commencent à émerger, qui vont mener à l'indépendance. Mais on entend rarement le contexte qui a mené à ces luttes qui ont conduit au pays vers l'indépendance. Donc c'est là qu'il est important de rappeler du coup ces résistances-là. Donc l'indépendance du Congo, elle est donc inscrite dans un contexte global de résistance et de révolte face au système colonial. Et donc dès le début de la colonisation, ça il faut le rappeler, les envahisseurs ont fait face à des peuples qui n'acceptaient pas cette domination-là. Donc nous pouvons en citer quelques-unes ici qui sont parmi les plus connues. Donc l'une des plus célèbres qui est connue notamment en Belgique, c'est le roi du peuple Taboua, donc le Singa Iwangombe, qui a fait face aux troupes du roi Léopold II dirigées par le général Storms en décembre 1884. Donc on est bien avant, on est quelques mois avant la conférence de Berlin et donc l'attribution officielle par les pays européens du Congo à Léopold II. Donc on est déjà à une résistance là du système colonial. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais la suite, c'est que le roi Lusinga va faire face au général Storms et il va être décapité par ce dernier, en fait. Le crâne de Storms va donc être... le crâne de Lusinga, pardon, entre autres, hein, parce qu'on est ici à plus de 200 crânes qui vont être ramenés par le général Storms en Belgique. Donc le crâne de Lusinga est encore en Belgique aujourd'hui. Donc c'est le seul crâne qui est identifiable aujourd'hui, sur lequel Storms a écrit un nom, celui de Lusinga, donc, parce que c'était pour lui une victoire importante. Donc ça c'est un premier exemple déjà de révolte face au système colonial. La deuxième révolte, l'une des plus connues également, c'est la révolte des Matete là, entre 1895 et 1908. Et donc là on a à l'époque la force publique congolaise, donc qui est l'armée coloniale à l'époque, qui est constituée de hauts gradés belges et de soldats majoritairement congolais. Donc, au début des heures de la colonisation, les recrutements des soldats de la force publique se font essentiellement, en grande partie en tout cas, chez les populations tétées là. Et donc, entre 1895 et 1908. Merci, Monsieur Kiasumba, d'avoir nous avez fait cet honneur d'intervenir aujourd'hui pour notre conférence dans le sujet et le quid sur l'influence des partis politiques sur le développement de notre patrie, la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'à nos jours. Vous nous avez plongé ou replongé dans ce passé qui nous est commun à chaque citoyen congolais. Je vous remercie. Je reviendrai sur votre intervention plus tard. Merci d'avoir brossé le premier volet de la première sous-question qui est l'aperçu historique des péripéties de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous aurez le temps, d'ici peut-être une demi-heure, peut-être de nous rappeler, il y aura cette période de débat. Mais en attendant, je vais enchaîner avec le deuxième intervenant qui va brosser le deuxième volet. Merci à vous et bonne conférence. Pardon ? Ah, vous restez connecté. D'accord, excusez-moi. D'accord. Je ne pourrais pas rester, donc je vais devoir vous laisser. Oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est très gentil à vous, M. Kiasumba. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, un bon week-end. Merci beaucoup. À Monsieur Joseph Anganda, qui va
développer le second volet de notre première sous-question, comme je l'ai dit. Monsieur Nganda est philosophe, juriste, géopoliticien. En effet, Monsieur Nganda porte plusieurs casquettes. Il est également chercheur indépendant en histoire politique du Congo, de la conférence de Berlin à aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous donne la parole, Monsieur Nganda. Merci beaucoup. J'ai toujours souhaité, dans des circonstances comme ça, de parler à Lingala. Mais malheureusement, le temps est déjà lancé d'intervenir ici en français. Et je crois que nos premiers prélats catholiques noirs étaient engagés pour combattre le Lumumba. Je ne voudrais pas citer le nom, sinon ça va choquer. Maloula. Ça va choquer. Voilà. Et il y a un autre qui était à cette époque-là. Il y a un autre qui était à cette époque-là, à une certaine époque-là. Il était même devenu le secrétaire de Maloula, qui a donné l'arme avec 500 francs, 1000 francs, en disant à quelqu'un, c'est lui qui va tuer Lumumba, je lui donne l'argent. Cet homme-là, il est mort avec beaucoup d'honneur d'ailleurs. Et donc, deuxième décision qu'on va prendre contre Lumumba. La deuxième décision qu'on va prendre contre Lumumba, il faut lui créer une opposition. Donc, vous voyez les oppositions, là, on les fabrique ici. Donc, quand on ne fait pas de vous, on fabrique ici une opposition contre Lumumba. Alors, troisième décision qu'on va prendre contre Lumumba, c'est ainsi que vous avez l'opposition qu'on a créée au Congo contre Lumumba, ça n'a même pas eu de sens. J'attends par exemple, vous allez voir par exemple Kalonji qui va dire, qui va faire la sécession. Et pourtant, quand Lumumba crée le parti pour créer le gouvernement, parce que Lumumba a pris la formule de créer le gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire de ne pas exclure, il comprenait que les autres cherchaient de l'argent. Alors maintenant qu'on va leur donner la possibilité de devenir des ministres, ils vont s'engager pour leur pays. La première personne qu'on appelle pour devenir ministre de l'Agriculture, puisque c'était sa formation, c'est Albert Kalonji. Et Albert Kalonji refuse en disant non, le poste de ministre de l'Agriculture n'est pas très politique. Voilà, ministre de l'Agriculture qui doit venir dans les conseils de ministres, trouve que ce poste n'est pas considéré comme un blanc, parce qu'à 18h, tu dois sortir de ville. Vous voyez les centres-villes là, à 18h, tu dois sortir, tu ne dois pas rester là-bas dans un café pour dire moi je suis devenu blanc. On va t'arrêter, on va te chasser rapidement. Voilà ce qui s'est passé un peu. Alors, à l'indépendance, là, il y a des gens qui croyaient encore que non, la Belgique va rester encore forte. Donc il faut, alors quand vous arrivez à la maison, vous attendez maman qui vous dit papa tika makambouana, au moni biso to chaki dossier na biso ya makambu ya matriculation ko ya ko beba pamba. Aux États-Unis, il y a des photos où Lumumba est aux États-Unis. C'était pour défendre la cause du Congo, mais il est appelé par les multinationales. Les multinationales appellent Lumumba. Voilà ce qu'ils disent à Lumumba. Monsieur Lumumba, nous avons des contrats que nous avons signés avec les Belges. Ces contrats sont légaux. Alors Lumumba dit non, mais ces contrats, puisque nous sommes déjà indépendants, ces contrats-là, nous allons les réviser, nous allons les revoir, mais les revoir au profit des nouveaux partenaires. Pour eux, ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que le Congo, pour les grandes puissances, le Congo n'est pas une propriété des Congolais. C'est une propriété des puissances coloniales depuis la conférence de Berlin. Ils réfléchissent comme ça. Depuis la conférence de Berlin, les Congos n'appartiennent pas aux Congolais. Les Congos, c'est pour les puissances coloniales. Donc pour eux, c'est inconcevable qu'un Congolais noir vienne nous dire que non, ces contrats-là ne sont pas légaux. Et il faut les renégocier. Et ce n'est pas seulement ça. On a dit que non, Lumumba n'a pas été rencontré par Eisenhower. Eisenhower a appelé Lumumba en secret. Voilà, je vous livre aujourd'hui, c'est que Eisenhower a demandé à Lumumba. Ce jour-là, il y avait une seule personne qui était là, c'était Thomas Kanza qui était là. Mais il était en tant que diplomate, il ne pouvait pas le dire, mais en tant que proche de Lumumba, il nous l'avait dit. Eisenhower a dit à Lumumba ceci. Nous connaissons les Batete là. Ils ont fait la révolte. Parce que vous savez, les Américains connaissaient bien le Congo. Hein. La première puissance à avoir reconnu le Congo comme une propriété privée des Belges, ce sont des Américains. Ce sont des Américains qui ont reconnu que le Congo, qui ont soutenu le roi Léopold II.
Ils ont dit à Lumumba, nous connaissons un peu la révolte de Batete, là apparemment vous êtes éveillés. Mais le Congo n'est pas encore prêt pour l'indépendance. Nous allons vous aider. Nous allons vous donner de l'argent. Nous allons vous donner l'armée pour défendre votre pouvoir. Mais Lumumba ne pouvait pas accepter, parce que le pouvoir est venu du peuple. Mais quelle est notre source de légitimité qui doit venir des autres de puissance? Et puis, on a dit, les Batete là vont commencer à venir aux États-Unis pour être formés dans l'armée, dans l'administration. Vous voyez le tribalisme, c'est que vous voyez dans des partis politiques chez nous, quand quelqu'un arrive au pouvoir, il prend les siens, il place dans la sécurité, dans ceci, etc., dans les services de renseignement. Ça vient de là. Nous avons compris. Mais finalement, Lumumba n'a pas voulu, n'a pas accepté ça. Et on a dit qu'il était communiste. Et donc quand il était retourné au Congo, on lui a fait la révocation par M. Joseph Kasavubu. M. Joseph Kasavubu n'a pas fait la révocation de Lumumba de gaieté de cœur. Non, ce n'est pas de gaieté de cœur. D'abord, les Congolais sont partis le voir pour dire non, il faut enlever Lumumba. Les Congolais. Kasavubu a dit, je ne vois pas parmi vous celui qui peut remplacer Lumumba. Et puis ils sont allés chercher les Américains. Et les chancelleries occidentales sont allées là-bas. Kasavubu a dit, moi pour révoquer Lumumba, il faut l'autorisation du Parlement. Parce que notre pouvoir vient du Parlement. Moi, je suis président par la majorité des Lumumbistes. Et lui aussi la même chose. Mais comment voulez-vous que je puisse lui arracher ses pouvoirs alors que c'est le Parlement qui nous a donné? Parce que la plupart des Congolais ne comprennent pas. Ils pensent que nous étions dans un régime présidentiel. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, c'est l'ordonnance. Oui, l'ordonnance, je vais terminer par là. L'ordonnance que l'on a utilisée pour révoquer Lumumba, c'était une ordonnance qui avait été écrite en Belgique. Il n'y a que Joseph Kasavubu n'a fait que lire. Raison pour laquelle, même sur cette ordonnance-là, il n'y avait même pas sa signature. Quand Lumumba est passé quelques temps après, il a trouvé que il n'y avait pas de signature. Donc c'était venu de quelque part, mais il le faisait de quêter, de quêter. D'ailleurs, quand tu parles, il cite Lumumba, pas comme Premier ministre, il dit le premier bourgmestre que le roi des Belges avait nommé alors que Lumumba était Premier ministre, parce que psychologiquement, il n'était pas à l'aise. Je voudrais en fait terminer par là. Vous voyez, les péripéties sont nombreuses. Ça, ce que je vous donne, c'est de voir un peu qu'arriver au pouvoir au Congo, ce n'est pas une chose facile. Ça demande beaucoup, et ça demande beaucoup de patriotisme, ça demande beaucoup de sacrifices. Il faut même dire que c'est une vocation dangereuse. Je voudrais terminer par là, pour le reste, ça sera pour les échanges. Intervention instructive. Vous avez mené votre intervention avec brio. Merci pour ces éclaircissements dont nous n'entendons pas écho, ni dans les médias, ni dans l'enseignement en général. C'est bien dommage pour nous, citoyens congolais, de ne pas avoir accès à ces informations qui sont très importantes pour la compréhension de ce qui s'est passé autour de notre indépendance. Et je vous remercie aussi de nous avoir donné toutes ces références riches les unes des autres. Et je suis curieuse, moi-même, et je suppose aussi le public, de visiter votre bibliothèque qui se trouve à Liège. C'est qui se trouve à Liège. Donc je pense qu'il visitera ça. Mais nous avons créé aussi pour le moment un studio. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'ici en Belgique, il y a de nos frères qui ont des web TV qui ne nous donnent pas la possibilité d'intervenir. Mais nous, en tant que Lumumbistes, nous sommes pluralistes. Lumumba était un homme de débat. C'est ainsi que nous avons créé un studio pour que toute personne peut venir. Vous voyez, je suis venu ici, je n'ai pas d'exclusive. Donc je vous dis ce que moi je pense. C'est comme ça que les choses doivent marcher que chez nous. Alors nous avons créé ce studio-là. Nous demandons que des personnes qui veulent nous aider, de nous aider. Si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir que nous avons créé, puisque nos amis nous ont exclus, ils parlent de discrimination, mais ils discriminent les autres. Donc alors à ce moment-là, il faut qu'on crée quelque chose où tout le monde peut venir. Justice pour tous. Elle œuvre depuis des années auprès des femmes, des hommes pour des combats sociaux. L'aspect que vous allez développer est l'impact des partis politiques pour le développement de notre pays
depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Mais je ne peux pas prendre la parole là à propos de ce que j'ai écrit sans remercier la première personne qui est passée, qu'on a vue, qu'on a entendue, est monsieur à ma gauche. Vous avez touché quelque chose de très important. La première personne a parlé de l'enseignement de l'histoire du Congo. Moi, en qualité de conseillère communale à Molenbeek, c'est qui est dit. Mais il y a encore de jeunes partis dont vous avez entendu parler, comme le parti de Kyungu et de Tibi Chaba. Alors qu'à un moment donné, le Congo a compté plus de 400 partis, 400 partis légalisés, l'UNC n'a pas vacillé dans sa couverture nationale. Je ne te jette pas de fleurs, mais je sais que vous couvrez tout le Congo. Elle n'a pas cédé aux tentations faciles de tribus. C'est une qualité qu'on doit reconnaître à l'UNC. Il y en a d'autres, mais bon, je parle de l'UNC parce que c'est eux qui m'ont invité et j'ai vu comment ils sont implantés. Vous pouvez être fiers parce qu'il n'a pas fait du culte de la personnalité son champ de ralliement. Il n'a pas fait de la haine son carburant, ni de la provocation sa devise. Et c'est là, mes camarades, de toujours, ça m'a touché, ça m'a tatoué l'esprit. Est aussi inscrite dans le musée de Tervuren. Et j'ai appris, il y a des camarades socialistes qui n'ont jamais mis leurs pieds à Tervuren. C'était un peu un scandale. J'ai insisté pour qu'on parle de cette histoire-là. Et là, vous venez de parler, bon, j'ai fait aussi l'histoire, mais comme j'ai fait une bonne partie de l'histoire ici, il y a des choses que je découvre en fait aussi. Parce que ça dépend du professeur que vous avez en face de vous. Le professeur, il vous livre ce qu'il a envie de vous livrer. Parce qu'il y a des choses que je découvre qu'on ne m'a jamais enseignées à l'université ici. Parce que c'est écrit par le blanc, parce que le noir probablement ne doit pas le savoir, mais il faut aller fouiner, il faut aller chercher pour découvrir aussi cette version de la vérité. En tout cas, merci beaucoup. J'ai appris alors que, bon voilà, je vous ferai inviter à Molenbeek. Vous allez faire des circuits des écoles. Je vous le promets. Parce qu'il faut que les enfants découvrent ça. Qui nous a fait l'honneur de venir, d'être présent aujourd'hui pour notre conférence. Son intervention est celui-ci, le suivant. Police, instrument utile pour l'avancement socio-économique d'un pays. Est-il vrai pour la RDC? Je tiens encore à vous rappeler que vous avez 20 minutes pour votre intervention. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, je m'appelle Diaou Moussa Khalidou, je suis originaire de la Mauritanie. Et avec mon expérience de 33 ans de service à la police mauritanienne, et dans le domaine de la sécurité publique et de la police judiciaire et en général dans les pays de l'Afrique, en police en général, dans les pays de l'Afrique, la police est très mal payée, très mal considérée par les successions des pouvoirs militaires, arrive à arrêter les criminels, à les mettre en prison. Il arrive souvent que les populations pensent qu'il y a une certaine complicité de la police avec ces criminels, alors que l'appareil judiciaire de la justice, c'est un pouvoir discrétionnaire, libère ceci pour des raisons de surpopulation ou de victimes. Pour que cette police soit républicaine, il faut changer les SMIC, c'est le salaire, parce que les salaires de policiers, depuis l'indépendance, c'est toujours le même barème, c'est le même indice, il n'y a pas de changement. Donc ils sont mal payés, c'est pourquoi ils sont corrompus, c'est pourquoi ils ne peuvent pas faire le travail comme il doit, parce que quand on est mal payé... Indépendance, tcha tcha.